Encore merci et puis, on a le temps aussi bien sûr à la suite, de votre exposé d'avoir un échange, voilà sur les différents points qui susciteront le débat et de la convergence, mais aussi peut-être des précisions à apporter. D'accord. Merci à vous, pour cette invitation et de me permettre de m'exprimer au nom, de mon collectif, le CLI, en tant que militante donc, dans le domaine du handicap et également, de professionnelle du droit. C'est la raison pour laquelle je suis préposée devant vous, aujourd'hui. Donc je vous ai préparé, quelque chose de structuré pour essayer, de vous donner, notre avis sur la situation actuelle. Alors, en introduction, je voudrais quand même, préciser que, le droit du handicap est un droit, transversal. Il y a des dispositions relatives au handicap dans tous les codes et dans toutes les matières. Les textes sont très nombreux, notamment sur le plan, réglementaire. Le droit du handicap est un droit complexe et parfois très technique, même pour, les professionnels et on ne peut pas être spécialiste de tout et je ne suis pas spécialiste de tout. Il m'est donc impossible d'être complète et d'être exhaustive compte tenu du délai, imparti dans la préparation et compte tenu du délai imparti dans la présentation. Donc j'ai choisi de privilégier, il me semble qu'en tant que militant, c'est notre rôle, les constats et les orientations qui devraient, à notre sens, guider les politiques publiques pour les personnes handicapées, plutôt, que de faire des suggestions de réformes, très précises qui aurait demandé un travail beaucoup plus long et différent. Donc ma présentation s'organise en 3 parties. D'abord, je vais, évoquer, les exigences du droit international, ensuite les difficultés du droit national et enfin, dans une troisième partie, je vous parlerai davantage de la question de la discrimination et de l'accès aux droits des personnes handicapées. Donc tout d'abord, je voudrais quand même, je pense, c'est très important en matière de handicap, rappeler, la nécessaire mise en conformité du droit interne avec le droit international. Puisque le droit international, on le rappelle, prime, sur le droit interne en principe. Suite, à la visite qu'elle a faite en France, la rapporteuse spéciale des Nations unies, qui est, voilà chargée, de vérifier l'application de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, de l'ONU, hem et donc, a rendu un rapport en 2017 suite à sa visite qui est très complet et qui est relatif au respect des droits des personnes handicapées en France. Malheureusement, ce rapport est assez accablant pour la France et en réalité, elle, fait, de nombreux constats et demande, elle-même, des réformes. En résumé, ce que nous dit la rapporteuse spéciale, c'est que la France, soit elle ne prend pas en compte la convention, qu'elle a pourtant signée et ratifiée, soit elle ne la connaît pas, soit elle ne la respecte pas. Donc, elle nous dit d'entrée de jeu que la loi de 2005, qui est une loi cadre fondamentale en matière de handicap, n'est de toute façon pas conforme à la Convention des Nations Unies et ne serait-ce que dans sa définition du handicap, elle doit être revue. Elle ne rappelle pas suffisamment les droits, fondamentaux qui sont rappelés dans la Convention. Donc, cette loi cadre est déjà, une difficulté pour l'ONU. Elle, indique également que de nombreux textes qui relèvent du code civil, comme du code de procédure civile ou du code de procédure pénale, doivent être également modifiés. On pense notamment à tout ce qui concerne les mesures de protection, des majeurs qui violent l'article 12 de la convention qui concerne la capacité juridique. En fait, ce que l'ONU demande à la France, c'est d'arrêter avec ce qu'on appelle les mesures substitutives qui permettent de prendre des décisions à la place d'une personne quand on considère qu'elle n'en est plus capable et de remplacer ce système par un système de prise de décision assistée. Donc, dans son rapport, la rapporteuse spéciale, mentionne également que la France, et ça c'est très important, doit rentrer dans un processus dit de désinstitutionnalisation qu'elle doit engager pour respecter, une autre disposition de la convention qui est l'article 19 et qui est relatif au droit à l'autonomie. Le placement en fait des personnes handicapées, qu'elles soient enfants ou adultes, en institution est une privation de liberté pour l'ONU et une atteinte en elle-même aux droits des personnes handicapées.
Or, en France, notre difficulté, c'est que tout le système médico-social français et le tissu associatif en très grande partie est organisé autour de l'institutionnalisation. La diversification de l'offre médico-sociale dont on nous parle en ce moment sur le plan gouvernemental ne suffit pas en fait pour l'ONU puisque on ne peut pas considérer que l'institutionnalisation soit une offre valable à faire aux personnes handicapées. Donc en ce sens, l'habitat inclusif, par exemple, qui est beaucoup l'objet en ce moment d'explications et de médiatisation, ne suffit pas à répondre aux exigences de la Convention des Nations Unies. En fait, il ne suffit pas de réduire la taille des institutions, il ne suffit pas de les déplacer pour régler le problème. Toute la question est de savoir comment est organisé le système, si les personnes concernées sont dépossédées du pouvoir de prendre leurs décisions concernant leur existence, on est dans un système qui ne répond pas aux exigences du droit international. Donc l'ONU demande un plan de sortie des établissements, la fermeture des établissements, la fermeture progressive et le développement à la place de services de proximité pour répondre aux besoins des personnes handicapées. L'ONU demande aussi, et ça je trouvais que c'était un point important à souligner, une meilleure représentativité des personnes handicapées, ce qui suppose une remise en cause du rôle et du poids de ce qu'on appelle en France les associations gestionnaires, c'est-à-dire les associations qui gèrent des établissements spécialisés ou des services à destination des personnes handicapées. Dans le rapport, l'ONU dit quand même clairement deux choses, qu'elle est préoccupée par le fait que les établissements et services sont gérés par des organismes privés, donc nous on le sait, elle ne le dit pas, mais c'est avec de l'argent public, et que ces associations et ces établissements et ces services proposent des solutions qui vont à l'encontre de l'objectif d'inclusion qui est prévu dans la Convention. Elle s'inquiète également du fait que ces associations gestionnaires, qui sont souvent aussi des associations de proches de personnes concernées, restent majoritaires dans les instances consultatives en matière de handicap, au détriment de groupements de personnes directement concernées qui, pour l'ONU, seraient beaucoup plus représentatives des personnes handicapées. Donc, s'il y a nécessité de réformer ou de légiférer, ou même dans l'application des textes de droit interne, il faut impérativement respecter la Convention de l'ONU. Tout doit se faire à la lumière en fait de ce texte et les principes directeurs de la Convention sont clairs. C'est une approche fondée sur les droits humains, sur le respect des libertés fondamentales, sur la promotion de l'égalité et la non-discrimination. Donc, après avoir quand même fait le tour de ce qui était important à relever à mon sens dans ce que le droit international demande à la France de faire, maintenant on va s'intéresser un petit peu plus au droit interne qui est malheureusement souvent le seul connu plus ou moins par les personnes concernées, par les acteurs qui interviennent dans le champ du handicap. Et on va s'intéresser à la loi de 2005, cette fameuse loi cadre qui a refondé le droit du handicap. Alors, première difficulté, il faudrait que les dispositions de cette loi déjà soient respectées, ce qui n'est pas le cas. Je vais prendre deux exemples très simples. En matière d'accessibilité, on sait que le principe de mise en accessibilité des équipements date en réalité de 1975 et qu'il n'est toujours pas une réalité. Il a été évidemment repris par la loi de 2005, mais son avancée est très difficile à obtenir. En matière d'emploi également, l'obligation d'emploi, par exemple, de 6% dans les entreprises de plus de 20 salariés n'est pas non plus une obligation qui est respectée, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. En plus, elle a progressivement été vidée de sa substance, puisqu'on permet en fait aux employeurs de répondre autrement à cette obligation que par l'embauche directe de personnes concernées. Donc voilà, déjà la loi de 2005, malheureusement, n'est pas appliquée. Ensuite, se pose la question des moyens financiers. Évidemment, pour que des textes puissent être effectifs, cela suppose des moyens. Et souvent, ces moyens sont insuffisants. Là encore, je vais prendre un exemple. En matière de scolarité, le sous-financement des accompagnants d'élèves handicapés rend impossible une inclusion scolaire dans de bonnes conditions. En plus, et ça a été relevé par l'ONU également, en France, on n'a même pas de données chiffrées exactes pour agir efficacement en termes de politique publique en matière de handicap.
Et en plus, on ne prend pas en considération, par exemple, le genre dans les données qui peuvent exister. Alors que l'on sait que les femmes handicapées sont impactées différemment voilà, par les difficultés, par les discriminations, par le non-respect de leurs droits. Donc, après avoir vu qu'elle n'est pas appliquée, que les moyens ne sont pas forcément mis à disposition, il faut aussi relever qu'il y a une complexité administrative et des pratiques administratives, je dirais, qui anéantissent l'effectivité des droits garantis par la loi de 2005. En fait, l'accès aux aides qui existent, qui sont prévues, est complexe. Il est très long. L'instruction des dossiers repose, et ça c'est vraiment important de le retenir, sur l'intrusion, sur la déshumanisation, sur la suspicion et le contrôle, pour ne pas dire le flicage. Donc, pour prendre un exemple très concret, je vais prendre la procédure applicable devant la maison départementale des personnes handicapées que beaucoup de personnes concernées connaissent. Voilà, on a vraiment quelque chose qui déjà, dans sa dans son élaboration, dans son mode de fonctionnement, ne convient pas. En résumé, les personnes handicapées, elles vivent dans un imbroglio administratif qui est absurde, qui est sans fin, qui est fait de justifications, de demandes, de renouvellement, de paiement, de contrôle, et elles vivent en fait dans l'inquiétude qui va avec cet imbroglio administratif, puisque tout est conçu pour nous faire commettre des erreurs et nous mettre en porte-à-faux. Enfin, je voudrais faire un point sur les dernières réformes de la loi de 2005 puisqu'elle a été, retouchée ces dernières années, puisque ces réformes sont, soit des régressions, soit des avancées, mais en trompe-l'œil. D'abord des régressions, notamment sur le volet de l'accessibilité. Comme vous le savez, il y a une ordonnance qui a reporté l'échéance de mise en accessibilité des équipements publics et privés et qui a créé des agendas d'accessibilité qui sont une usine à gaz supplémentaire en matière de droit du handicap. La loi Elan, plus récemment, a réduit drastiquement l'accessibilité dans les logements d'habitation. Donc là, on est véritablement sur des régressions claires et nettes. Ensuite, on a des choses qui sont présentées comme des avancées, mais qui en fait n'en sont pas. Et je vais vous le démontrer. D'abord, on a des mises en conformité hyper tardives avec le droit international et qui sont présentées comme extraordinaires, comme par exemple le droit de vote qui a été accordé aux personnes mises sous tutelle. Bon, ben ça, c'est une exigence qui est liée à la Convention de l'ONU dont je vous ai parlé. Rien d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est le temps que la France a mis pour enfin prendre cette mesure. Ou alors, si on n'a pas des avancées qui sont en fait des mises en conformité, on a des avancées qui sont sans commune mesure avec les vrais besoins des personnes handicapées. Par exemple, on nous a dit qu'il y avait maintenant des droits à vie pour les personnes handicapées devant les maisons départementales des personnes handicapées. Le problème, c'est que quand vous regardez les textes en détail, les conditions sont si restrictives qu'elles ne concernent personne. Plus récemment, il y a une aide à la parentalité qui a été mise en place dans la prestation compensation aide humaine, mais elle est si limitée, si plafonnée que de toute façon, on ne répond pas véritablement aux besoins des personnes en la matière. Et puis, il faut savoir aussi que tout est perfectible dans la vie. Donc, évidemment que la loi de 2005 de base avait des angles morts et que des améliorations sont possibles. Je vais prendre deux exemples, encore une fois, concrets. L'allocation adulte handicapé, son montant est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, de toute façon, il ne peut pas être satisfaisant. Il faut impérativement l'augmenter. Il y a la question de la désolidarisation des revenus du conjoint, dont on a beaucoup parlé récemment, qui est également nécessaire. Et puis sur les conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé, au lieu de les durcir comme on a l'air de l'envisager, il faudrait en réalité prendre en considération des éléments qui ne sont pas seulement strictement médicaux, en fait. Et puis, en matière d'emploi pour les personnes handicapées, nous pensons qu'il faut vraiment aussi accepter l'idée que certaines personnes handicapées et ou malades ne pourront jamais travailler et que pour autant, elles doivent pouvoir vivre dans de bonnes conditions et décemment.
Autre exemple de choses qui pourraient être améliorées, c'est par exemple la prestation de compensation dans son volet aide humaine, parce que ce système est un système rigide et mal adapté à la diversité des personnes handicapées et des handicaps. Le reste à charge est très important. Il y a voilà, des types de handicap, notamment quand ils ne sont pas physiques, ou des personnes handicapées dont les besoins ont été pas ou mal pris en compte. Il y a également des incohérences dans cette aide humaine. Par exemple, actuellement, il faut savoir que la personne qui vous aide à préparer le repas ne peut pas être la même que celle qui vous donne le repas, puisque la personne qui donne le repas pourra être réglée grâce à la PCH aide humaine, pourra être rémunérée avec, tandis que celle qui prépare le repas ne peut pas l'être. Donc, a priori, il faudrait 2 personnes différentes. Vous vous rendez bien compte de l'absurdité de la situation. On a exclu également les tâches domestiques, alors que c'est une difficulté majeure pour les personnes concernées. Et de toute façon, sur chaque poste, les forfaits et les plafonds prévus font qu'en réalité, les personnes handicapées ont rarement ce dont elles ont besoin. Il est de l'intérêt des auxiliaires de vie qui travaillent dans le domaine de l'aide humaine et des personnes handicapées que ce métier d'auxiliaire de vie soit reconnu, qu'il soit bien rémunéré et qu'il s'exerce dans de bonnes conditions. Je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur que font certains d'opposer les auxiliaires de vie aux personnes handicapées, parce que la situation à cet égard est bien plus complexe que celle qu'on peut présenter. Et bien souvent, ce sont d'ailleurs des personnes précaires voilà, qui travaillent avec d'autres personnes bien souvent précaires. Pour terminer, je vais vous parler de la discrimination liée au handicap et de l'accès aux droits des personnes handicapées. Alors, en fait, la discrimination, c'est une réalité sociologique qui fait l'objet, on peut s'en étonner, de ce qu'on appelle un faible contentieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis longtemps et maintenant depuis les rapports du défenseur des droits, ça fait des années qu'on nous confirme que le handicap est le premier motif de discrimination, notamment dans l'emploi. Pourtant, et ça c'est souvent le cas en matière de discrimination, le nombre d'affaires portées en justice est relativement faible. C'est ce qu'on appelle donc le contentieux qui est faible. Et selon beaucoup de juristes et de professionnels du droit, ce n'est pas tellement un problème d'outils, parce que les outils, les textes existent. Il y a même un aménagement de la charge de la preuve en droit civil et en droit administratif qui est conforme aux exigences européennes et qui permet en principe d'aider les victimes de discrimination à l'établir plus facilement, puisque la preuve est une difficulté en la matière. Mais malgré ça, voilà, les affaires restent peu nombreuses. Les outils ne sont pas utilisés. Alors, quels sont les obstacles à l'accès aux droits des personnes handicapées? Il nous semble que déjà, la conscience d'être un sujet de droit est peu présente chez les personnes handicapées, puisque la société cherche à les convaincre, l'organisation sociale cherche à les convaincre qu'elles sont davantage des objets de soins que des sujets de droit. Donc, il est bien évident qu'il est plus long et plus difficile, quand on ne se conçoit pas comme un sujet de droit, d'avoir le réflexe juridique, d'avoir le réflexe judiciaire et d'aller consulter, par exemple, un professionnel. En plus, la connaissance des droits est difficile pour les raisons que je vous ai évoquées en introduction. Il est très difficile d'y voir clair et de savoir exactement ce qu'il en est dans ce domaine. Il est difficile aux personnes handicapées qui sont aussi souvent précaires, donc allocataires de l'allocation adulte handicapé pour seul minimum de ressources, de financer des procédures, puisqu'une procédure, ça se finance, et elles ne sont pas toujours bien informées de ce qui peut les aider à financer une procédure, c'est-à-dire la protection juridique quand il y en a une, ou l'aide juridictionnelle pour ceux qui pourraient y prétendre. En plus, l'aide juridictionnelle est un sujet en soi, donc voilà, tout ça n'aide pas les personnes concernées à pouvoir agir en justice. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que les cabinets d'avocats eux-mêmes, les permanences juridiques, les lieux de justice eux-mêmes ne sont pas
accessible, bien souvent, ce qui est un frein supplémentaire à l'accès aux droits. Pas de clients, donc pas beaucoup d'avocats spécialisés aussi, parce que les 2 sont totalement, en fait, liés. Pour que les avocats s'intéressent davantage à une matière, eh bien, il faut qu'il y ait du contentieux, il faut qu'il y ait des gens qui frappent à leur porte pour, les faire travailler sur ces sujets. En conclusion, je dirais donc qu'il ne faut évidemment jamais oublier que le handicap est une question politique et pas une question uniquement médicale. La Convention des Nations Unies, en fait, son cœur, c'est qu'elle prend acte de ce passage du modèle médical du handicap au modèle social du handicap qui n'est pas encore fait en France. Il faut comprendre que les choix politiques qui sont faits ne sont donc jamais neutres et qu'à gauche, une analyse politique du handicap sous le prisme de l'égalité, de l'autonomie, de la non-discrimination est vraiment urgente. Elle est indispensable pour avancer dans le respect du droit international et pour l'émancipation des personnes concernées, qui est quand même l'objectif final, ou devrait être en tout cas l'objectif final des politiques publiques en la matière. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était très, très complet, synthétique, mais très complet. Il y a à peu près tout qui a été brassé. C'est vraiment, moi, ça me fait penser, parce comme je disais, on a une série d'auditions, et hier, on auditionnait plusieurs spécialistes, dont Diane Roman, Cyril Wellmark et Robin Médard Inghilterra, sur le droit le droit de l'antidiscrimination, et justement sur ce qui est un des premiers objets, ce sur quoi nous on va travailler, c'est comment on rassemble en fait l'ensemble des éléments, parce qu'il y a de la matière, mais en fait elle est dispersée, elle est pas accessible déjà même aux spécialistes. Et ça fait vraiment écho à ce que vous dites là, quoi. Donc c'est clair, et pour nous aussi en fait. Et je pense que quand on s'est engagé sur la question de ce thème-là, qui de toute façon est transversal, et ça on l'a dit aussi sur plein d'autres sujets, c'est pas simplement la justice, le droit et l'accès au droit, mais c'est la formation, c'est l'éducation, c'est le travail. Donc on n'a pas l'ambition de tout résumer dans les propositions qu'on va faire, et on va travailler aussi avec les autres collègues dans les autres domaines pour s'assurer que ce soit des questions qui sont portée transversalement. Mais c'est vrai que nous, notre prisme d'égalité, c'est un enjeu démocratique, en fait, et pas simplement, y compris juste de lutte contre les discriminations. C'est aussi ce que vous disiez sur le fait que ce sont des sujets des droits et des citoyens et des citoyennes dont il s'agit, et dont il faut garantir, en fait, l'ensemble des droits économiques, sociaux et politiques. Et donc, c'est en tout cas l'état d'esprit qu'on a sur ce travail. Et je pense qu'il y a plein de choses là qui ont été dites. Je pense notamment à la référence au droit international et aux conventions internationales, effectivement, qui s'appliquent, qui sont au-dessus même de l'ensemble des lois nationales, qui sont des points d'appui là-dessus. Moi, je voulais vous interroger sur les 2 derniers points. C'est vrai que c'est sur la question du droit et de l'accès au droit et de la lutte contre les discriminations, sur cette histoire du contentieux qui existe peu. Et je voulais vous interroger d'une part sur les dispositifs d'action de groupe, puisque ça c'est un outil qui a été déjà évoqué comme un des moyens à développer, et qu'est-ce qui peut permettre, outre le fait de faire connaître, si ça vous semble, en matière d'accès aux droits des personnes handicapées, un outil intéressant, c'est quelque chose qui peut être saisi de votre point de vue. Donc sur cet aspect-là, sur l'aménagement de la charge de la preuve aussi, puisque c'est un sujet sur lequel on travaille, qui est très intéressant, je trouve, sur le droit antidiscrimination, sur le fait qu'il s'agit moins pour la personne discriminée d'apporter la preuve de la discrimination que pour la personne qui discriminerait d'apporter la preuve de non-discrimination. Et je trouve que c'est aussi un changement de paradigme, peut-être qu'il faut travailler. Je ne sais pas s'il faut l'inscrire plus clairement dans le droit, ou plus
miser sur la formation aussi des magistrats et dans la pratique, en fait. Mais, mais peut-être il faut aussi des impulsions ministérielles pour favoriser, parce que ce qui nous était dit aussi, c'est que ça dépend des juridictions. Il y a des endroits où, dans les quelques contentieux qu'il y a, c'est très utilisé, et d'autres fois où voilà, c'est très peu utilisé. Donc, c'est peut-être aussi les impulsions ministérielles qu'il faudrait. Et mon dernier point, si je ne suis pas très claire, on pourra le reprendre sur chacun des points. C'était du coup sur les dispositifs institutionnels, parce que une des choses que nous portions, qu'on a porté dans notre programme, c'était la mise en place d'un commissariat à l'égalité qui serait chargé en fait d'assurer l'interministériel, et puis surtout qui aurait à sa disposition une administration, parce que c'est ce que n'ont pas ou quasiment pas aujourd'hui les secrétariats d'État chargés du handicap ou chargés de la lutte contre les discriminations. Il n'y a pas d'administration, et donc aussi il n'y a pas d'agents qui auraient des pouvoirs. On pensait par exemple à des inspecteurs et inspectrices de l'égalité qui auraient des pouvoirs comme les inspecteurs du travail, de sanctions, de saisines, etc. Donc, ma question, c'est un peu sur, dans les dispositifs, les interlocuteurs de l'État qui existent aujourd'hui, je pense notamment au secrétariat d'État et, essentiellement à ça, en fait. Quelle est l'utilité, en fait, d'avoir un secrétariat d'État transversal? En sachant que de toute façon, l'enjeu, c'est que dans tous les domaines, dans tous les secteurs, il faut que cette question-là soit présente, donc de l'éducation, la santé, le travail, etc. Mais qu'il y a besoin aussi, il me semble, d'une impulsion et d'un suivi, parce que sinon, en fait, voilà, les administrations voilà, sont dans leur silo et n'intègrent pas facilement. Donc, ma question, c'est un peu de quelle structure interministérielle on aurait besoin et avec quelles prérogatives pour s'assurer de la mise en œuvre des politiques publiques au-delà de ce que fait le Parlement ou est censé faire le Parlement, mais au sein de l'exécutif, quel dispositif vous semble aujourd'hui en fait, pas utile, et qu'est-ce qu'il faudrait à la place? Ou utile d'ailleurs, et qu'est-ce qui dans les dispositifs aujourd'hui vous semble utile et intéressant et qui pourrait inspirer la suite? Je ne sais pas si Alors c'était très déjà, clair. il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous avez dit, donc c'est très difficile de les reprendre une par une. Et en plus, d'une façon générale, je vais être très décevante parce que je ne pourrais pas vous répondre sur précisément qu'est-ce qu'il faut modifier. Pour ce qui concerne la discrimination, je pense qu'il faudrait davantage en parler avec des confrères qui sont spécialistes dans ce contentieux et plus à même de pouvoir expliquer quelles sont les difficultés concrètes qui se posent dans ce contentieux pour avoir une réponse intéressante. L'aménagement de la charge de la preuve tel qu'il existe, s'il est bien appliqué, il devrait, j'imagine, suffire. Peut-être que je me trompe et je m'exprime voilà, sous la réserve de ce que pourraient dire des avocats plus spécialisés en la matière. Par contre, s'il y a des retouches à faire, peut-être qu'en effet, l'action de groupe serait une piste plus intéressante. Encore une fois, moi, je ne connais pas toutes les conditions de l'action de groupe, je ne les ai pas en tête, mais j'ai l'impression qu'elle n'a peut-être pas été suffisamment ambitieuse dans son élaboration et qu'elle est un peu trop limitée pour le moment. Je me trompe encore peut-être, je ne sais pas, mais je pense que c'est une piste plus intéressante que l'aménagement de la charge de la preuve. Si on avait une véritable action de groupe efficace possible en France, je pense que ça pourrait modifier pas mal de choses pour les victimes de discrimination, les personnes concernées. Mais encore une fois, je suis mal à l'aise parce que c'est pas mon contentieux de prédilection, même si je le connais et que je visualise les problématiques et les enjeux. Voilà, je préfère quand même que des confrères pour qui c'est leur quotidien puissent répondre à ces questions de façon plus pertinente que moi. Après sur sur quoi? Sur ce qui existe en matière, sur le secrétariat d'État au handicap et l'organisation interministérielle. Interministériel et quel voilà.
Ouais, bah, Euh, le problème, encore une fois, enfin voilà, moi je j'ai pas la prétention de pouvoir dire là tout de suite: «Il faudrait retoucher ça, ça et ça» et direct on serait beaucoup mieux. Moi, j'ai plus la sensation, que déjà, le problème actuel du secrétariat d'État, c'est que, bah, les objectifs, qu'il se fixe, le discours qui est le sien est totalement en décalage avec, la réalité, en fait, avec les véritables besoins des personnes concernées. Actuellement, c'est un secrétariat d'État qui a l'air de ne rien connaître, en fait, à la question du handicap, de ne pas connaître le droit international dont justement, je vous ai parlé assez longuement, de pas du tout tenir compte du rapport qui a été rendu, de ce qui lui a été demandé, parce qu'il y a quand même enfin, ça se termine par des recommandations qui sont très précises. Je vais prendre un exemple ultra simple, où est le plan de désinstitutionnalisation? La France doit présenter un plan. Où est-il? Quand est-ce qu'il sera élaboré? Quelles en seront les étapes? Parce que c'est un plan évidemment qui doit prévoir des échéances. Il va y avoir forcément un moment de transition. Donc on demande à la France de faire un état des lieux de la situation. On demande, de cesser de construire des établissements, de cesser d'admettre des personnes en établissement, de sortir progressivement ceux qui y sont déjà des établissements et puis évidemment de construire l'alternative en termes de services de proximité et un système d'aide humaine aussi qui soit beaucoup plus ambitieux que celui qui existe aujourd'hui. Et en fait, tout ça, on a l'impression que ça n'existe pas, en fait, que le secrétariat d'État, il fonctionne il agit, ben, sans tenir compte de ce qui lui a été, demandé et d'ailleurs, de toute façon, tout son discours autour du handicap est un discours qui repose encore sur le modèle médical, en fait et ça, c'est très, très clair dans tout ce qui est, encore, fait aujourd'hui. En France, on n'arrive pas à passer au modèle, social et puis il y a, la problématique qui, pour nous, est vraiment pas quelque chose, d'annexe. Faut c'est la problématique des associations gestionnaires est très, très importante en France puisque, elles font barrage à notre émancipation en, structurant, ce système institutionnel avec de l'argent public qui devrait être utilisé autrement, en fait, pour permettre aux personnes handicapées, de vivre, une vie autonome avec tout ce dont elles ont besoin. Tant qu'on n'aura pas pris la décision ferme et définitive de mettre un terme à ce système-là, en fait, de trouver un moyen, voilà, de faire comprendre à ces associations qu'il va y avoir des compétences qui existent, mais qui vont devoir, s'exercer dans un autre cadre, en fait, où le pouvoir est redonné aux personnes concernées. C'est tout l'enjeu est là et pour le moment, aucun parti politique, même à gauche, ne, comprend cette question ne prend des distances vis-à-vis de ces associations, ne se positionne clairement sur cette question-là et par exemple sur la désinstitutionnalisation qui va évidemment qui est totalement liée au poids et au rôle des associations gestionnaires. Et l'ONU, elle l'explique très bien qu'elle ne comprend pas ce qui se passe avec les acteurs privés, qu'elle ne comprend pas comment c'est possible que ce soit eux qui s'occupent de toute une partie de l'organisation de la vie des personnes handicapées et elle ne comprend pas pourquoi on a des instances représentatives où en réalité les personnes concernées ne sont pas véritablement représentées en fait. Du coup, voilà, c'est plutôt ça qui me frappe. Si on avait un secrétariat d'État actuellement, par exemple, véritablement déterminé à appliquer les textes internationaux et à passer au modèle social, du coup, on aurait des actions qui, j'imagine, suivraient en fait. Et puis encore une fois, il faut l'argent, hein, parce qu'on va pas se mentir, ça, il y a des postes, enfin, il y a vraiment des domaines qui supposent qu'on investisse et qu'on soit d'accord sur le fait qu'il va falloir y mettre les moyens pour la scolarité. Oui, pour l'aide humaine, si elle est aujourd'hui pensée de cette façon-là, c'est parce qu'on raisonne en termes d'économie les enveloppes qui existent ne sont pas suffisantes. Donc la MDPH, elle gère une enveloppe et elle fait des arbitrages qui sont liés à l'argent qu'elle doit répartir. Donc on est dans un système où de toute façon, il n'y a pas les moyens
pour permettre ne serait-ce que le respect de l'état d'esprit, on va dire, s'il y en avait un, de la loi de 2005 en fait. Donc voilà, moi j'ai l'impression que les difficultés, elles se situent quand même plutôt à ce niveau-là. Si on avait déjà un tout autre, enfin si on avait des objectifs politiques totalement différents, est-ce que ce secrétariat d'État serait suffisant ou est-ce qu'il faudrait autre chose? Ben, pour le moment, on ne le sait pas. On peut pas vraiment savoir. Je peux pas me dire là tout de suite, parce que j'ai pas cette certitude, que le problème vient de ça, de cette organisation-là, en fait. Est-ce qu'il faudrait un ministère? Est-ce qu'il faudrait si je là franchement, je ne sais pas. Mais, ça c'est sûr que en termes de choix, politiques, en fait, en termes d'objectifs, on n'est pas sur les bons objectifs. Ça, c'est clair et net. Quand on nous parle constamment d'habitat inclusif, de travail protégé, voilà, quand on nous parle de perdurer, de continuer à nourrir ce système et à l'organiser et à le consolider, on est totalement à côté de l'enjeu et à côté de ce que les personnes concernées attendent pour pouvoir véritablement, être à égalité avec les autres. OK, ouais, bah, c'est effectivement une réflexion, y compris que nous, on a peu ou qu'on n'a pas eu véritablement, effectivement, en fait, sur ce que vous dites, sur ne serait-ce que la part le système gestionnaire, en fait. Et donc ça nous oblige aussi à nous poser la question et c'est utile, ne serait-ce que pour ça. Est-ce que vous auriez des exemples, au niveau européen ou international sur ce qui se fait, de plus avancé? Là, il y a le point d'appui de l'ONU et de la convention, mais voilà, est-ce qu'il y aurait, c'est pas des formules miracles et j'imagine qu'il y a des limites, partout, mais voilà, quelques exemples comme ça dont En on pourrait fait, s'inspirer et comme voilà. comme vous l'avez dit, il y a pas de miracle. Comme on nous pose souvent cette question, donc on a l'habitude d'y répondre, il y a pas d'Eldorado, de pays d'Eldorado du handicap, parce qu'en fait, il y a des avancées dans certains domaines, voilà, dans certains pays, mais ça ne veut pas dire que globalement, la situation, est parfaite. Par exemple, on sait qu'en Suède, bah, justement, il y a eu, un processus de désinstitutionnalisation qui a été mis en œuvre il y a plusieurs années déjà, avec, évidemment, la mise en place d'un système d'aide humaine beaucoup plus important, beaucoup plus ambitieux. Aujourd'hui, ce système où il en est, on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir être précis, mais en tout cas, il a eu quand même des conséquences, très, favorables pour les personnes concernées, notamment en termes, de conditions de vie en fait et même, d'espérance de vie. Parce que quand, vous vivez avec tout ce dont vous avez besoin, chez vous, et pas en institution, bah, vous vivez un peu plus longtemps parce que vous vous accrochez davantage à la vie en institution, voilà, enfin, les perspectives sont quand même, tellement réduites et puis ce sont des lieux aussi, s'ils sont dénoncés, c'est parce que ce sont, des lieux de privation de liberté et d'abus. Et c'est pour cette raison, que, certains pays ont mis un terme, à ce système. La chance que la Suède, avait, c'est qu'il a été plus simple, de fermer les établissements puisque c'était des établissements publics, d'après ce que j'ai compris et qu'il n'y avait pas les associations, privées gestionnaires entre entre les 2 au niveau de la prise de décision. Donc c'était plus simple pour un État de fermer des établissements qui lui appartenaient, en fait, hem et de mettre en place, voilà, ce dont, les personnes handicapées avaient besoin pour, avoir de l'assistance personnelle, ce qu'ils appellent de l'assistance personnelle à hauteur des besoins. Donc en Suède, on sait qu'il y a des choses très intéressantes, en matière d'aide humaine qui ont été faites et notamment, d'après ce que j'ai compris aussi, dans même la procédure, d'évaluation des besoins et d'octroi, la logique n'est pas tout à fait la même. On demande aux personnes handicapées, «Qu'est-ce que vous avez besoin?» d'avoir pour faire ce que vous avez, envie de faire. Alors qu'en France, la question n'est pas celle-là. La question est: qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, absolument pas faire et pour lesquels vous auriez un besoin? Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas le faire?
Vous êtes bien sûr? Parce que moi, j'ai l'impression que vous pouvez le faire. Donc en fait, c'est pas du tout la même logique. En ce qui concerne la scolarité, en Italie, on sait aussi, qu'il y a des choses, qui ont été faites pour rendre le système scolaire, inclusif, pour que les enfants handicapés, tout type de handicap confondu, puissent être scolarisés, avec les autres. Donc il y a voilà, il y a là aussi, il y a eu un processus d'ailleurs de désinstitutionnalisation qui, est ancien, qui est parti, du mouvement anti-psychiatrie et puis qui s'est, voilà, qui a fait éventail, enfin qui s'est propagé au reste puisque la logique est la même en fait, hein, à chaque fois et du coup, ça a donné des résultats en matière de scolarisation et notamment, puisqu'il y a davantage d'enfants handicapés, d'adolescents et de jeunes adultes qui sont scolarisés, on trouve dans l'enseignement supérieur un niveau du coup de formation, des personnes handicapées et une présence, de jeunes, étudiants handicapés beaucoup plus importante, qu'un pays comme la France où en fait plus vous avancez, moins il va y avoir de personnes, handicapées. Donc on a aussi, parce que tout est lié en fait. En matière d'emploi, il y a des difficultés. Souvent, les personnes handicapées se voient rétorquer qu'elles sont pas suffisamment, qu'elles n'ont pas un niveau de formation suffisant et cetera. Évidemment puisque, le système scolaire, ne nous permet pas aussi, à ceux qui pourraient éventuellement, l'avoir, de l'avoir. Donc voilà, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça que je dirais qu'il faut observer, les pays. Il y a rien qui est parfait. Mais il y a des choses intéressantes et puis aux États-Unis, il y a évidemment, le point de départ, dans les mouvements militants, anglo-saxons, de tout ce qui concerne, le modèle social du handicap, enfin l'explication de ce que c'est que le modèle social du handicap et du coup des luttes militantes, qui sont associées, à toute une, à tout un pan académique qui travaille sur ce modèle social. Donc voilà, donc en fait, on a évidemment, forcément une répercussion quand même, sur la façon dont les personnes handicapées s'envisagent aussi elles-mêmes et comprennent, la façon dont elles sont traitées, socialement. Donc C'est ça, ouais, voilà, juste, c'est un peu comme ça que ouais, mais je rebondis parce que du coup, le modèle social du handicap, c'est quoi? C'est l'analyse du caractère systémique, de la société qui produit et reproduit des discriminations ou c'est enfin, voilà, c'est l'idée? Oui, en fait, c'est partir du principe que le handicap n'est pas, un fait médical inhérent à la personne, mais qu'il est, le produit, d'une organisation sociale qui est organisée par et pour, les personnes valides, en fait, et qui a une interaction, où l'aspect social est, très, très important et doit être pris en considération entre les incapacités éventuelles que vous pouvez avoir et ce que vous pouvez faire ou pas. Là où il va y avoir accessibilité pour certaines personnes, le handicap deviendra très relatif. Il y aura plus, de handicap et c'est en fait le modèle social, c'est tenir compte, de la construction sociale du handicap. Et c'est clair que de toute façon, plus il y a de la recherche et ce que vous évoquiez aussi sur les statistiques, ça m'avait aussi, un peu enfin étonné non, parce qu'en vrai, c'est vrai dans tellement, tellement de domaines. Il n'y a pas assez de recherche, c'est important de le redire en ce moment. Il y a pas assez de recherche sur beaucoup de sujets et donc notamment sur la question du handicap, est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus? Parce que il me semble, si je me rappelle, peut-être que je me trompe, mais un des derniers il y a eu un récent rapport du défenseur des droits sur, qui était, axé sur le sujet du handicap. Mais vous dites, enfin de fait, la recherche, à la fois statistique et académique est encore aussi, très insuffisante sur le sujet. Oui, clairement et sur les chiffres, c'est l'introduction du rapport de l'ONU, en fait. Et ça veut tout dire puisqu'elle explique, comment agir si on n'a pas, de chiffres, fiables, exacts, récents. Donc on a une difficulté, à cet égard, en France et donc il faut trouver aussi une solution pour, avoir davantage de données, pour pouvoir être, forcément plus pertinent dans l'action.
D'accord, bah, ça montre aussi justement le champ de tout ce qu'il y a à faire hein, et ce qu'il y aurait à faire en fait, dans tous les domaines. Un dernier point peut-être sur, la question plus précisément de la justice et parce que vous n'êtes pas spécialiste du droit antidiscrimination, mais vous êtes avocate et aussi, du coup praticienne et donc je voulais vous interpeller plus sur, du coup, vous, votre expérience professionnelle d'avocate, et sur, ne serait-ce que le champ de la justice, est-ce que vous avez vu une évolution? Quels sont un peu les dispositifs ou les pratiques qui ont évolué pour, permettre, vous, votre exercice en tant qu'avocate et ce que vous avez vu un peu évoluer, ou pas, en termes, dans votre champ professionnel sur ces questions? Je peux pas dire qu'il y a pas eu d'évolution parce qu'il y en a eu, ne serait-ce que par exemple, à partir du moment où il y a une nouvelle construction, voilà, qui est liée à la justice et qui est un peu plus accessible que la précédente. Il y a forcément un petit progrès qui est fait, mais globalement, je dirais, que ça reste, que la justice reste, peu accessible et ça, c'est à la fois très symbolique, et en même temps, dramatique. Donc en fait, ça concerne à la fois les justiciables, bien évidemment concernés, et ça concerne également les professionnels, handicapés, qu'ils soient magistrats, greffiers ou avocats. Donc on a, un exercice professionnel qui est entravé comme l'est, le reste de notre vie de toute façon. Donc ça veut dire, exercer avec toutes les entraves, le temps que vous pouvez, comme vous pouvez, de toute façon, toutes les personnes handicapées en France savent, à moins, et elles sont très minoritaires, d'avoir, de l'argent à la base, ce qui concerne peu de personnes, savent en fait qu'elles vivent, qu'elles survivent, qu'elles évoluent dans un contexte extrêmement hostile où elles n'ont pas ce qu'il leur faut, pour pouvoir, faire les mêmes choix, voilà, avoir la même liberté de choix, pouvoir, voilà, être autonome et pouvoir réaliser, les projets, qu'elle a envie de réaliser. Ça, c'est la réalité de toutes les personnes, handicapées, en France et après évidemment, il y a des diversités en termes de situations, je le nie pas, hein, mais il y a une difficulté, commune. On sait très bien qu'on est nombreux, 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 à vivre, dans la difficulté, constante en fait et il y en a pour qui c'est encore plus difficile puisque véritablement, plus vous êtes dépendant d'aide humaine par exemple, que vous allez avoir du mal à obtenir, à organiser, à garder, plus, votre vie se réduit à, devoir constamment, tout organiser, tout penser autour de besoins essentiels comme ça. Genre, comment je vais, demain pouvoir, faire telle, course, alimentaire essentielle? Comment je vais pouvoir, prendre ma douche, cette semaine? Voilà, enfin tout on est dans l'ubuesque de toute façon, total, mais c'est notre réalité. Ce qui est étrange, c'est quand on commence à l'expliquer et qu'en face de nous, les gens sont effrayés, et nous croient, presque pas en fait quand on décrit, ce qu'on vit et alors que pour nous, c'est voilà, c'est une donnée en fait. On le sait, c'est comme ça, et tant que les choses n'avanceront pas, voilà, dans la bonne direction, on continuera avec ces difficultés. Donc nous, notre but en tant que militants, notamment en tant que collectif, c'est d'essayer de recadrer les débats, qui nous concernent et parce que très souvent en matière de handicap, la difficulté première, c'est que la question va être mal posée. C'est-à-dire on va être juste à côté, en fait. Donc déjà, ne serait-ce que de pouvoir, pointer du doigt la difficulté réelle, c'est un travail à part entière et c'est le travail que l'on a à faire en tant que militant, d'essayer d'expliquer, comme j'ai essayé de le faire là, quels sont les principes directeurs, quelles sont les orientations, les objectifs à suivre pour qu'on puisse, être autonome et surtout qu'on puisse
poser la bonne question dès le départ, puisque c'est cette question et la réponse qui va permettre de pouvoir organiser et agir en matière de politique publique, en fait. Et là, ce qui est très, ce qui est très fatigant, c'est qu'on a du mal à avancer en France depuis des années et des années sur des choses simples comme l'accessibilité, parce que on est vraiment dans un discours politique qui est pas du tout à la hauteur, en fait. Et à gauche notamment, on a des gens qui ont un discours malheureusement souvent qui ne se distingue pas beaucoup de celui qui est tenu à droite, en fait. Il y a des gens à gauche qui continuent à demander des places en institution, à ce qui n'est pas logique, en fait, avec ce qui est défendu à gauche dans d'autres domaines ou plus globalement pour chacun. C'est pas logique. Donc voilà, donc il y a une conscientisation à la fois des personnes concernées évidemment qui est nécessaire et qui est en train de se faire, je pense, via les réseaux sociaux et ça, c'est très important. Et en même temps, il faut une conscientisation politique de la part de la gauche et des responsables politiques à gauche pour qu'ils comprennent bien que non, ils ne devraient pas avoir le même discours, ils ne devraient pas avoir les mêmes interlocuteurs, ils devraient vraiment s'interroger à cet égard et pour pouvoir proposer des programmes qui soient en adéquation avec les besoins des personnes concernées. Oui, d'ailleurs, c'est ce que on a également auditionné les représentants de l'APF et c'est l'association, si je me rappelle bien, Droit Pluriel. Et une des choses en fait intéressantes, notamment donc sur la question de la justice, c'était le témoignage que c'est parce qu'en fait il y a eu des personnes concernées, justement des avocats, des greffiers, etc., qui ont posé la question de l'accessibilité, que ça a aussi commencé à changer et d'où la nécessité de la représentation aussi. Que les personnes concernées soient celles qui parlent et qui disent effectivement quels sont les besoins et pas qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire, et donc à tous les niveaux. Mais c'est particulièrement symbolique aussi sur la question de la justice, puisque c'est un des périmètres importants. Et peut-être une toute dernière question, même si, comme je le disais, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse vous soumettre les propositions qu'on écrira, à la fois la loi CAB, mais aussi les dispositions qu'on envisage donc sur différents champs, sans attendre que vous soyez experte, et vous, dans l'association, surtout, mais d'avoir un regard aussi et de savoir est-ce que ça vous semble utile, compréhensible, et puis surtout la mise en œuvre pour savoir en fait voilà comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en application. Donc on va faire tout un processus de consultation, l'écriture du texte et d'amendement aussi, de proposition d'amendement. Donc on aura l'occasion de continuer à échanger pour dire voilà, le format est un peu contraint et restreint, mais c'est le début en fait d'un processus de travail qu'on espère le plus collaboratif possible avec toutes les personnes qu'on auditionne. Du coup, moi, mon dernier point, il porte plus sur la question de la représentativité, puisque c'était un des points qui était aussi soulevé, et en plus, comme vous interpellez la question des organisations de gauche, c'est une question qui est vraie pour la question des discriminations de genre, des discriminations raciales. Il y a aussi les discriminations liées au handicap et qu'on intériorise aussi dans les espaces politiques et de représentation. Et donc ça, c'est aussi un enjeu. Je voudrais bien aimer avoir votre point de vue là-dessus. Comment est-ce que voilà, on crée des espaces de représentation à tous les niveaux, et y compris voilà, dans les formations politiques, pour être véritablement inclusif, ou en tout cas pour tendre à ce que les personnes concernées portent et soient aussi des représentantes et des représentants de l'intérêt général, quoi. Et que ce ne soit pas juste on parle à leur place, un peu votre... Risque de dire des choses assez évidentes et du coup pas très... je sais pas dans quelle mesure c'est constructif, mais il faut C'est faire de toujours la bien de le rappeler, voilà, faut parce faire de la que... place
dans les parties aux personnes concernées, en fait. Ouais. Voilà, et puis les laisser s'exprimer et agir dans le domaine où elles ont envie d'agir, parce qu'elles n'auront pas forcément envie d'agir en ce qui concerne le handicap, elles peuvent avoir envie d'agir sur un autre sujet aussi, et elles doivent pouvoir le faire et être libres de le faire. Demander à Podemos comment ils ont fait pour avoir un porte-parole qui est handicapé, et pour que voilà, et que ça ne ce soit quelque chose d'admis. Alors sans doute que ça a dû poser des questions. Je sais, j'étais pas sur place pour voir quels ont été les échanges et les débats qu'il y a pu avoir ou pas. Mais en tout cas, le fait est que les deux principaux représentants sont donc Pablo Iglesias et un autre Pablo, donc je vais mal prononcer le nom, Echenique, je crois qu'il s'appelle, et voilà, il est en fauteuil, il est handicapé, et bah, c'est le numéro 2. Donc voilà. Je sais pas comment demander-leur ce qui s'est passé. Je pense que juste, ils l'ont laissé progresser, et au sein du parti comme l'ont fait les autres, et proposer ce qu'il avait à proposer et démontrer qu'il pouvait parfaitement occuper cette place, et le faire tout simplement. Et pour ce qui concerne la représentation dans les instances qui existent en matière de handicap, encore une fois, et j'insiste très lourdement dessus, tant que elles seront, les personnes handicapées, représentées par des associations gestionnaires, on ne pourra pas trouver d'issue. Tant qu'on n'aura pas décidé de déposséder les associations gestionnaires de leur pouvoir et de leur financement, et de tout réorganiser, ça sera très compliqué de s'en sortir, en fait. Voilà, elles sont à la fois juges et parties, partout. C'est pas une situation qui est tenable, et elle a aucun sens, en fait. Il y a que les Français pour trouver ça cohérent et normal. Il y a une difficulté de cette nature, et il faut le dire une bonne fois pour toutes, et proposer une solution à cet égard. Écoutez, c'est dit et répété, et c'est important de le répéter, parce que la politique, c'est aussi l'art de la répétition, de choses qui peuvent paraître évidentes, mais je ne crois pas que ce soit peut-être toujours aussi évident pour tout le monde, et ça a été très clairement dit, très synthétiquement et très clairement dit. Merci beaucoup, Elisa Rojas, pour avoir accepté l'audition. On va continuer à vous interpeller sous d'autres formes sur des questions, des points ici et là. Et puis voilà, on vous soumettra aussi le résultat de nos travaux en espérant que ça puisse refléter ou porter des choses que vous avez dites, que ça puisse aider aussi. L'idée, c'est que ça aide aussi au débat public, et qu'on ait l'occasion encore, pas simplement pour nos propositions de loi, mais aussi dans les débats législatifs qui va avoir lieu. Ça nous donne aussi en fait des éléments très concrets de pouvoir intervenir dans les débats. Donc, ce n'est pas juste reporter à nous nos propres propositions, mais je pense que c'est vraiment aussi beaucoup de matière pour le quotidien du travail parlementaire, des attentions et des alertes et des signalements dans ce que vous avez dit, qu'on pourra relayer et porter en fait dans le travail quotidien, et des textes qui arriveront, et donc en espérant qu'on fera aussi avancer le débat. En tout cas, moi, ça m'a bien remis aussi des choses en place, et ça m'a donné beaucoup de pistes de réflexion. Merci pour tout ça, et bonne continuation pour l'association et pour le travail que vous faites. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer aussi, voilà, si vous avez, parce qu'on est là pour ça, on sert à ça, les députés, en tant que représentants, y compris sur les questions de justice, parce que c'est aussi c'est votre domaine professionnel et c'est notre domaine à nous. On est très ouverts et demandeurs, voilà, de toutes les informations et les demandes et les revendications qu'on peut relayer voilà, sur le handicap, comme sur la justice, sur le droit, sur tout ce qui nous intéresse. Merci beaucoup. Merci à vous. On fera de notre mieux comme on peut, sachant qu'on est peu nombreux et on n'est pas une association, justement. Un collectif. Pas pour le moment. Ok. Ça viendra peut-être, mais à ce jour, on est un collectif informel, donc on n'a pas la structure associative. D'accord. Mais ça, oui, c'est un choix pour Bon, au départ, c'était une souplesse, hein, tout simplement. Maintenant, peut-être
on fera un choix différent à l'avenir aussi. Mais pour le moment, voilà, pour le moment, on arrivait à fonctionner comme ça et c'était juste pour que les choses D'accord. soient claires en Ok, termes on dit en termes de collectif. Mais voilà, c'est association collective, de toute façon, on travaille avec tous et toutes. Il n'y a pas de distinction pour nous. Et en tous les cas, ben, bravo pour le travail que vous faites. Et merci à vous. Merci d'avoir accepté la participation. Et donc, à bientôt À bientôt. pour d'autres échanges. J'espère que Merci. c'était clair. Ah, mais c'était très clair, c'était parfait. Je pense que ça va faire plaisir à toute l'équipe qui a, je pense, pu prendre plein de notes. Et enfin, même moi, en fait, je pense que ça m'a bien remis les choses en place de manière très structurée. Tu vois, c'est voilà, tout le monde trouve ça Voilà, bah écoutez, bien. Ça leur a facilité beaucoup le bon travail, je courage. pense. Bon courage, ouais. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut tout le monde.